Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Web Journal du mardi 31 mars. Il est 11h30 et nous débuterons cette émission avec les unes de différents journaux. Du côté du quotidien Sterling, un jeune homme de 19 ans est entre la vie et la mort. Effectivement, c'est suite à un accident qui est survenu à lac Kenogami, impliquant deux jeunes hommes de 19 ans et une Civic et une camionnette. Inutile de vous dire que la Civic a été la plus endommagée et le jeune homme qui était dans la Civic est dans un état vraiment déplorable. Je vous laisse là-dessus parce que mon collègue Jérémy Legault va vous en parler plus amplement tout à l'heure. Et ensuite, le Journal de Québec lève le voile sur un cas de cruauté animale à Bégin. Oui, effectivement, l'incident est survenu à la ZEC de villégiature de lac de la Boiteuse à Bégin. Les deux propriétaires, Pierre Rioux et sa conjointe Denise, vendredi soir dernier, ont laissé leurs deux chiens, deux Golden Labrador, dormir à l'extérieur sans être attachés. Vers minuit, ils ont entendu des aboiements et le lendemain, l'un des chiens est revenu gravement blessé. La vétérinaire qui a consulté le chien a déclaré que les blessures ont été infligées de façon volontaire et la pauvre bête a dû être euthanasiée compte tenu de la gravité des blessures. Quant à l'autre, il a été retrouvé pas très loin dans un bois, sous un arbre près d'un sentier de motoneige. Et selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Jean Tremblay, ils ont déjà reçu des plaintes pour cruauté animale pour ces deux animaux. Et quant à la presse, elle fait sa une avec les proches des victimes de lac Mégantic qui recevront près de 70 millions de dollars de dédommagement. Oui, c'est une première tranche qu'a annoncé la syndic Richer qui représente la Montréal Maine et Atlantique, ses assureurs, ainsi que les manufacturiers de wagons, citernes et Irvine-Wall. Ils ont annoncé leur proposition de règlement qu'ils appellent un plan d'arrangement avec les créanciers. Le gros total, c'est vraiment 283 millions de dollars, mais cela est vraiment minime comparé aux 845 millions de dollars au total qu'a occasionné le sinistre. 24 de cette somme ira aux survivants des 48 victimes. Par exemple, une dame très âgée qui a perdu son fils âgé dans la soixantaine recevra jusqu'à 5 millions de dollars. Et autre exemple, 7,8% ira aux dommages moraux pendant les évacuations et le sauvetage des gens, dans le fond, qui étaient pris dans l'incident. Et rapidement, dans le Devoir, maintenant, le budget Laito annonce 220 millions de dollars pour les réparations du stade olympique. Effectivement, c'est un sujet qui revient. Québec traîne la patte. Le stade olympique nécessite beaucoup de réparations, dont le 3 qui est dans un état très dégradant et qui a aussi une note de E parce que sa dégradation est vraiment très élevée. 3 cm de neige et aucune activité ne peut être faite au stade olympique. Et il y a aussi l'esplanade dont la membrane d'étanchéité a 40 ans et nécessite beaucoup de réparations puisque ça occasionne des inondations, des bureaux, des stationnements souterrains. Merci Sterline. Ça me fait plaisir. Une sortie de route a fait au moins un blessé sur le boulevard du Royaume près du lac Moquin entre Jonquière et Larouche vers 8 heures ce matin. La prudence est de mise sur les routes de la région puisque la chaussée est glissante et la visibilité est réduite. L'équipe de Série Noire est en tournage à Alma aujourd'hui. Des scènes ont été tournées au bar de danseuse Le Casino entre 5h et midi pour la deuxième saison de la populaire émission. Série Noire a mis la main sur 11 prix Gémeaux en septembre 2014. Vendredi dernier se tenait la visite de la ferme Tracy, propriété de Martin Tremblay à Chipcha. Une centaine de visiteurs en ont profité pour voir pour la première fois le bolus lecteur de pH, une nouvelle technologie d'Europe. Mon collègue Frédéric Marcoux était sur place. Le bolus lecteur de pH, une nouvelle technologie d'Europe, a attiré plus d'une centaine de curieux lors de la visite de la ferme Tracy vendredi dernier à Chipcha. Tracy Joyce Melinda, la seule vache dotée de ce lecteur de pH, a donc été le centre d'attention. Les visiteurs saguenayens ont aussi pu admirer la qualité du troupeau, un des meilleurs dans la région. L'agronome Jean Girard, qui avait convaincu Martin Tremblay de se lancer dans l'aventure, en a profité pour expliquer les bienfaits de cette technologie. Une technologie qui est à la portée des producteurs. Présentement, on est infecté de technologie, là, mais c'est important de se servir de la technologie à bon échéant pour essayer d'améliorer ta productivité, améliorer ta qualité de vie aussi. Le propriétaire de la ferme Tracy, Martin Tremblay, a voulu innover pour s'assurer d'une production optimale. Son troupeau figure déjà parmi les meilleurs de la région. Je vais voir la capacité pour la transition, voir si ma transition était au optimum. Je pense que c'est ça, c'était pour me valider. Pour en apprendre plus sur le lecteur de pH, un autre projet d'envergure se prépare à la ferme Tracy.
Il y a un projet qui va décoller sous peu. On va mettre 10 bolus à l'intérieur de 10 vaches pour vraiment faire un projet de recherche là, bien structuré avec Martin dans les prochains mois. Pas de doute, les visiteurs ont apprécié en découvrir plus sur le rendement de la ferme. Mais Martin Tremblay nous réserve-t-il une autre surprise pour améliorer sa production? Je vais participer à un autre projet, là, comme mettre du grain dans la ration pour voir si on peut être plus optimisé encore. Nul doute que Martin Tremblay ne cessera d'innover dans le futur. Il souhaite s'imposer pour devenir un des meilleurs au Canada et remporter le titre de maître éleveur. Frédéric Marcoux, ATM Nouvelles, Saguenay. Et maintenant, Audrey, du côté des réseaux sociaux, il y a eu une tension hier sur Twitter entre deux personnalités québécoises. Oui, hier après-midi, nous avons eu le droit à une prise de bec entre Julie Snyder et Guy Lepage, appelée la Tweet Fight. Lors de son passage à Tout le monde en parle dimanche, le nouveau dragon de l'émission Dans l'œil du dragon, Mitch Garber, a commenté à la demande de Guy Lepage l'arrivée en politique de Pierre-Carl Péladeau. Mitch Garber a dit que depuis que Pierre-Carl Péladeau est à la tête de Québécois, la performance est très mauvaise et la compagnie connaît des pires taux de croissance dans le domaine des communications au Canada et en Amérique du Nord. Si Pierre-Carl Péladeau gère l'économie du Québec, il espère qu'il fasse mieux qu'avec Québécois. Julie Snyder a interpellé Guy Lepage à ce sujet sur Twitter lundi après-midi. Elle a répondu que ce sont des propos mensongers et tristes. Guy Lepage a aussitôt rétorqué que Mitch Garber a donné son opinion sur 10 sujets différents et que c'était son droit de se prononcer de cette manière. Mitch Garber, accompagné de l'un des producteurs de Dans l'œil du dragon, Richard Spear, et Monsieur Madame Tout-le-Monde se sont ajoutés à la conversation. Québécois a aussi, lundi matin, publié un communiqué pour démentir les propos de Mitch Garber. Et à l'international, Audrey, il y a une tendance turquoise sur les médias sociaux. Oui, effectivement, Véronique, de nombreuses stars de la musique, dont Madonna, Beyoncé et Nicki Minaj, ont changé leur photo de profil sur Facebook et sur Twitter. Hier, ils l'ont remplacé par un fond bleu turquoise pour venir en appui à Tidal. Vous vous demandez certainement ce que c'est Tidal. Eh bien, Jay-Z, le rappeur, a racheté cette année pour 56,2 millions de dollars. Quand même. Oui, le service de streaming musical norvégien Aspiro, propriétaire de Tidal, pour tenter de conquérir le marché américain et venir faire un face-à-face avec les géants, comme par exemple Apple. Tidal est un service de streaming musical. On peut le comparer un peu à Spotify, qui offre une musique de meilleure qualité et est édité par des spécialistes. Donc, il va avoir 25 millions de pistes audio, 75 000 clips de musique et une panoplie d'interviews avec des artistes. La chanteuse Alicia Keys a laissé entendre que des artistes pourraient aussi publier certaines de leurs créations et en exclusivité sur Tidal. Donc, malgré les 540 000 abonnés, Tidal pourrait devenir le plus grand rival de Spotify, qui a 15 millions d'abonnés payants et Deezer de 6 millions d'abonnés payants. Plusieurs stars internationales sont actionnaires de Tidal aussi, dont la chanteuse et épouse, bien sûr, de Jay-Z, Beyoncé, le rocker Jack White, Chris Martin de Coldplay, la rappeuse Nicki Minaj et la chanteuse Rihanna. Pour en apprendre davantage sur ce nouveau site, visitez Tidal.com. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir. Et pour les faits divers, Jérémy, un gros accident a eu lieu hier à lac Kenogami. Exactement, Véronique. Alors, le tragique événement est survenu à peu après 15 heures dans le secteur lac Kenogami, alors qu'une Honda Civic et une camionnette sont entrées en collision. Résultat, 4 blessés, dont 2 graves, un qui est toujours entre la vie et la mort. Si vous regardez la photographie à l'écran, vous pouvez constater que les dégâts de la voiture sont très graves. Alors, je vous laisse imaginer l'ampleur des blessures de ses occupants. Alors, c'est un tragique événement qui n'a toujours pas été expliqué par la sécurité municipale de Saguenay. Une enquête a été ouverte tout près du dépanneur de la coopérative Le Baladeur. Alors, c'est au moment que la Honda Civic a voulu rentrer dans le stationnement du dépanneur que la camionnette l'a percuté de plein fouet. C'est un tragique événement qui est survenu peu après 15 heures hier. Par la suite, le deuxième accident de la journée sur le territoire du Saguenay est survenu sur la rue Pelletier à Jonquière peu après 14 heures, alors qu'une importante explosion est survenue dans un garage résidentiel. Un homme travaillait dans ce garage lorsque l'explosion a eu lieu. L'homme a été gravement brûlé au 3e degré, au visage, au torse et au bras. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Jonquière, puis il a été transféré au Centre des Grands Brûlés de Montréal après
qu'on ait stabilisé son état. On ne craint pas pour sa vie. Cependant, il va devoir subir des chirurgies et des greffes de peau pour pouvoir reconstruire son visage. La sécurité publique de Saguenay n'explique pas encore la cause de cette explosion. Par exemple, le porte-parole Bruno Cormier n'écarte pas la thèse du mélange de produits chimiques incompatibles qui aurait pu causer cette explosion. Alors, l'enquête est en cours dans ce dossier aussi. Finalement, le troisième dossier était plutôt des accusations criminelles envers Stéphane Girard, ce Chicoutimien de 39 ans, qui a en fait remorqué un motoneigiste en difficulté dans le secteur Lac-Kenogami samedi soir dernier. Il était en boisson et il a fait de la vitesse excessive lors du remorquage qui a été fait avec les moyens du bord, à ce qu'on a su, ce qui a causé la mort du motoneigiste qui le remorquait parce qu'il a été éjecté de sa machine. L'homme a heurté un poteau et est décédé de ses blessures quelques heures plus tard. L'homme a finalement eu des accusations de conduite dangereuse menant à la mort et il y a aussi possibilité d'accusation de facultés affaiblies. Alors, Stéphane Girard, qui n'en est pas à ses débuts avec la justice, qui a déjà eu à répondre d'actes de conduite avec facultés affaiblies dans le passé. Alors, c'est un autre tragique événement qui est survenu dans le secteur de Lac-Kenogami. C'est ce qui a fait en sorte que les policiers et les pompiers de Saguenay n'ont pas chômé en fin de semaine. C'est ce qui a résumé tout ce qu'il y a eu sur l'actualité des faits divers à Saguenay hier. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Fait plaisir. Nous faisons une courte pause et au retour, la chanteuse Cynthia Harvey est dans nos studios. Restez là. La chanteuse saguenéenne Cynthia Harvey a annoncé hier que la parution de son Extended Play, prévue au printemps 2015, sera retardée pour l'automne prochain afin d'offrir un album complet à ses fans. La professeure de chant s'est notamment fait découvrir lors de sa participation à la première édition de l'émission La Voix au Québec. Mon collègue Jean-Philippe Brassard s'est entretenu avec la chanteuse. Bonjour Cynthia Harvey. Bonjour. Pourquoi avoir décidé finalement de faire un album complet? Je ne l'ai pas décidé toute seule. En fait, c'est Robert, le réalisateur de l'album, qui est allé en studio mixer, parce que ça devait sortir en avril, chez Fred Saint-Gelais, qui est un collaborateur qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps. Et en mixant ça, les deux gars se sont crinqués, dans le fond. Et Fred, il dit, tu peux pas comme juste faire 5 chansons, il dit, faut que tu en fasses d'autres. Mais le Robert, il dit, ben, on en a d'autres, mais on avait comme choisi les 5 qu'on pensait qu'ils pouvaient faire le mini-album. Ben, il dit, non, tu fais les autres. Fait que là, ils m'ont téléphoné, puis ils m'ont annoncé que je faisais un album au complet, puis j'étais bien d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'album finalement? Finalement, au lieu d'un mini-album qui était un choix parmi toutes les chansons qu'on avait choisies, ça va être toutes les chansons qu'on avait, dans le fond. Bien, pas. On en avait plus un petit peu qu'un album complet. On avait déjà ce qu'il fallait pour un album complet, mais on était comme... Ça prenait un commentaire de Fred, on dirait, pour nous qu'on soit game de le sortir au complet. Donc, ça va être quel type de sorte de musique qu'il va y avoir sur l'album? Ça va être très folk, pop, rock. En fait, beaucoup folk dans le sens, beaucoup de guitare acoustique. Un petit peu de rock, parce que j'ai ce côté-là qui est... J'ai un petit côté crunchy qui est bien important puis que je veux sortir sur cet album-là. Pop, parce que je suis une fille de pop, parce que j'ai vécu... mes influences, c'est la pop. Mais qu'est-ce qui vous a influencé justement à vouloir faire un album pop? Est-ce que vous avez des idoles, tout ça? Curieusement, mes idoles sont plus au niveau du blues. Mais ce que je suis amenée à chanter depuis 25 ans comme pigiste, comme chanteuse professionnelle, c'est beaucoup du pop, puis j'aime ça. Je trouve que c'est large, ça va chercher toutes les couleurs de la voix. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'album représente pour vous? Ça représente... c'est une grosse décision à mon âge de faire un album parce que au début, j'étais pas game de faire un album. Comme tu dis, je suis pas assez prête, j'ai pas ce qu'il faut. Puis c'est tout le temps de se mettre des barrières, de ça sera pas bon aussi ou ça. Puis là, j'ai décidé qu'on peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Puis en faisant le choix de me donner le droit de ne pas plaire à tout le monde, bien, c'est là que j'ai pris la décision de faire l'album. Ça plaira ou ça plaira pas, je le fais pour moi. Bien, c'est ça. J'étais prête à le faire pour moi et non pour les autres nécessairement. Bien, c'est sûr qu'on veut toujours en vendre, mais je le fais pour moi avant tout. Un musicien connu va s'occuper du mixage de l'album. Oui. Êtes-vous content? Absolument. Absolument, parce que c'est un gars qui en a mixé des albums, qui en a vu des choses, qui a voyagé partout dans le monde. Alors, avoir son expertise, c'est super important.
Puis de se faire dire qu'on est dans la bonne voie, que ce qu'on est en train de faire, ça a du bon sens, c'est une belle petite tape dans le dos. Robert Langlois s'occupe de la réalisation de l'album. Pourquoi avoir choisi cette personne-là? On s'est choisi. En fait, Robert et moi, on a travaillé ensemble une fois. Je l'avais engagé pour m'accompagner dans un show. Ça me tentait de travailler avec ce gars-là. Je trouvais qu'il avait l'air cool. Puis là, il m'a fait entendre des chansons qu'il avait composées. Puis il dit, ça te ressemble, ça? Puis ben oui, ça me ressemble. Puis c'est un des plus récents collaborateurs que j'ai comme musicien dans ma vie. Et j'ai l'impression que c'est un des seuls qui a compris vraiment qui c'était Cynthia Harvey. Que c'était pas juste du jazz ou du blues ou des petites chansons d'amour, que ça pouvait être un petit peu plus rock que ça. Lui, il l'a compris. Donc, c'est pour ça que je dis on s'est choisi. Donc, la plupart des chansons, c'est des chansons de Robert, avec des textes d'autres collaborateurs qu'on va annoncer juste un petit peu plus tard. Il faut garder des surprises. Donc, c'était fait pour que vous travailliez avec lui? Oui, c'était déjà décidé d'avance. Les collaborateurs qu'on a, comme Fred Saint-Gelais, qui s'est ajouté au projet, et d'autres qu'on va annoncer au fur et à mesure, ça c'était pas décidé. Ça vient au fur et à mesure. Donc, vous avez participé à l'émission La Voix. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre carrière? Qu'est-ce que ça a changé dans ma carrière? C'est que moi, j'habite à Chicoutimi, et j'habite à Chicoutimi par choix, parce que ça ne me tente pas d'aller rester dans une grande métropole. J'aime ça aller faire un tour, d'ailleurs, et je me ramasse là souvent. Je veux rester chez moi. Donc, ce que ça a changé, ça a donné de la crédibilité à mon travail en région. Parce que on dirait, c'est curieux, on dirait que depuis que j'ai fait ça, mes pairs ici me reconnaissent. J'ai le droit d'être une vraie chanteuse parce que j'ai eu le sceau de « Approved by Montreal ». C'est ça que ça a fait. Ça a donné une crédibilité. Ça ouvre des portes, c'est sûr. On est plus connus, donc plus de monde dans les shows. Mais avec toute comme vous l'avez dit, la crédibilité que vous avez acquise, est-ce que vous allez continuer de donner des cours de chant? Je vais essayer, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Cette année, c'est difficile de faire marcher les horaires. C'est très dur. Je vais essayer d'en donner encore parce que j'aime ça, être proche de la jeunesse. Eux autres me font connaître du répertoire que je connais pas nécessairement. Ça me garde jeune. Mon Dieu, on dirait que je suis à bout d'âge. Hein? Ça me garde jeune, mais j'espère de pouvoir en faire encore un peu. Mais là, c'est difficile depuis 2 ans. Là. Donc, au lieu d'être paru au printemps 2015, votre album va être paru un peu plus tard. Mais pourquoi expliquer ça? C'est vraiment juste pour la longueur de vu que c'est un album complet au lieu d'un mini-album? Oui, c'est ça. Parce que là, les 5 chansons du mini-album étaient prêtes. C'est ça qu'on était en train de faire, de mixer ça. Il me restait quelques voix enregistrées. Et là, vu qu'on le fait au complet, ça prend plus de temps. Il y a des chansons qui ne sont pas enregistrées encore, qu'on avait juste les maquettes. Donc, il faut préparer ces maquettes-là, les mettre au même niveau que les 5 autres. Merci beaucoup, Cynthia Harvey. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. À toi, Véronique. Le Comité interculturel et citoyen du Collège d'Alma donne aujourd'hui le coup d'envoi de la Semaine interculturelle 2015 sur le thème « 1001 cultures, une planète ». Une douzaine d'activités seront organisées jusqu'au 10 avril afin de sensibiliser les élèves à l'ouverture sur le monde. Julie Levasseur, il s'agit d'une édition particulièrement diversifiée. Oui, Véronique, en effet, le Comité interculturel et citoyen du Collège d'Alma a mis le paquet pour la 8e édition de la Semaine interculturelle. Selon ce que m'a indiqué la conseillère à la vie étudiante Elena Lompré, c'est vraiment un nombre record d'activités avec des conférences, des projections cinématographiques, des expositions visuelles et bien plus encore. Et quels sont les principaux événements à surveiller? Selon Elena Lompré, les activités à ne pas manquer sont sans aucun doute la conférence du directeur général de l'organisme Diversité artistique Montréal, M. Jérôme Pruneau, qui a lieu demain matin à 10 h et qui sera suivie de la projection du film Anuta, le paradis perdu, qui se penche sur la communauté la plus isolée de la planète qui vit au milieu de l'océan Pacifique. Il y a aussi le spectacle et la conférence du groupe indépendant montréalais Grimmskunk qui aura lieu le jeudi 9 avril. Et quelles sont les attentes du comité organisateur? Selon Elena Lompré, vraiment, le comité s'attend à recevoir un minimum de 200 à 300 personnes pour chacune de ses principales activités. En fait, selon elle, il s'agit d'un objectif très réaliste puisque la Semaine interculturelle accueille chaque année un nombre très impressionnant de visiteurs. Et rapidement, quelle est l'importance d'une telle semaine pour le comité interculturel? Le comité interculturel, en fait, dont la mission est de créer un climat de partage entre les étudiants régionaux et internationaux. Donc, c'est vraiment le lieu idéal pour le faire. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Et au sport, le Canadien s'est incliné pour la 5e fois en autant de matchs cette saison face au Lightning de Tampa Bay. Les tricolores s'est avoué vaincu par la marque de 5-3. Arnaud Konig-Soutière, on peut dire que le Canadien a officiellement une nouvelle bête noire.
Véronique, c'est assez ironique parce que l'année dernière, en séries éliminatoires, le Canadien avait balayé sa série en 4 matchs face au Lightning de Tampa Bay. Et là, en 5 affrontements cette saison, 5 défaites. Donc, pour revenir au match, Carey Price n'a pas pu tout faire seul comme il l'a fait si souvent cette saison. Il a fait face à 44 lancés face à la meilleure attaque de la Ligue nationale de hockey. Ça a été une véritable partie de bras de fer comme les 5 matchs les opposants au Lightning cette saison. Mais encore là, Tampa Bay en est sorti gagnant. Et c'était la 47e victoire de la formation floridienne cette saison. C'est un record de concession. Quant aux Canadiens, ils trônent toujours au premier rang de l'association de l'Est, de 1 point devant le Lightning et les Rangers de New York. Cependant, les Rangers possèdent toujours 2 matchs en main sur le Lightning et le Canadien. Et dites-nous, Arnaud, le retour des Expos ne se fera pas à moins d'un nouveau stade. Non, et c'est ce qu'a catégoriquement dit le nouveau commissaire des Ligues majeures de baseball, Rob Manfred. Il a cependant ouvert une porte en disant qu'il ne demanderait pas à Montréal de bâtir un stade pour ensuite voir si une équipe allait s'installer à Montréal. Il a dit que ça ferait partie d'un plan et que si un stade était construit, ça voudrait dire qu'une équipe viendrait automatiquement à Montréal. Il a aussi reconnu l'intérêt des partisans montréalais envers le baseball des Ligues majeures. Il n'a pas trop eu le choix, en fait, parce que lors des 2 dernières années, le stade olympique a accueilli 4 matchs préparatoires et plus de 175 000 spectateurs ont franchi le tourniquet. C'est énorme. Et TVA Sport a remporté une autre manche dans sa lutte contre le réseau des sports. TVA Sport a acquis les droits de télédiffusion du football universitaire québécois. Ils étaient en chaude lutte avec RDS pour l'obtention de ces droits-là. La description et l'analyse vont être assurées par Denis Casavant et Charles-Antoine Sinotte. C'était auparavant Radio-Canada qui disposait de ces droits de télédiffusion-là. Mais Radio-Canada garde quand même les droits pour les demi-finales canadiennes. Il y en a 2, ainsi que la Coupe Vanier. Ils ont ces droits-là pour 1 an. Lorsqu'ils viendront à échéance, eh bien, TVA Sport a déjà annoncé qu'ils vont être sur les rangs pour en faire l'acquisition. Et un homme pourrait gagner 1 million de dollars grâce à un pari sportif, rien de moins. Oui, le March Madness soulève bien des passions à travers l'Amérique du Nord. Et pour faire une histoire courte, bien, le March Madness, c'est le tournoi de fin de saison du basketball universitaire américain. Et cet homme-là, c'est un fan des Spartans de l'université Michigan State. Il a parié pas moins de 20 000 sur son équipe favorite pour remporter le tournoi. Les preneurs au livre, pariaient à 50 contre 1 contre les Spartans. Et bien maintenant, les Spartans sont dans le carré d'as, sont à 2 matchs de remporter le tournoi. Et cet homme-là, si les Spartans remportent ces 2 matchs-là, pourrait remporter 1 million de dollars. C'est assez inusité. Et dans le seul match à l'affiche hier, dans la LHJMQ, les Highlanders de Charlottetown ont pris les devants dans leur série face aux Phoenix de Sherbrooke. Ils l'ont emporté 5-2 et c'est vraiment une série rocambolesque. On regarde les scores des 3 matchs qui ont été disputés jusqu'à maintenant. 8-2, 7-3, 2 et 5-2. Donc, c'est vraiment une série à suivre. Dans le cas des Sags, ils reprendront l'action demain face aux Wildcats de Moncton. La série est présentement 1-1. Les 3 prochains matchs seront disputés au centre Georges Vézina. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Véronique. Et Frédéric, du côté de la météo, le temps froid frappe encore. Effectivement, Véronique, il fait encore très froid à l'extérieur. Il fait présentement moins 10 degrés à Saguenay. Ça va se réchauffer quelque peu en début d'après-midi pour grimper jusqu'à moins 4, mais malheureusement, ça va encore se refroidir jusqu'à moins 16 degrés en soirée. Mais rassurez-vous à la maison, il s'agit d'une des dernières vagues de froid à frapper la région, puisque dans les prochains jours, à tendance 14 jours, la température grimpera au-dessus de 0 pour l'ensemble des régions du Québec, incluant aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, nous discuterons de nouvelles internationales avec Sterling Forestal. Et à l'échelle internationale, Sterling, il y a une prise d'otage dans un tribunal en Turquie. Effectivement, les négociations sont en cours pour essayer de libérer le procureur Mehmet Selim Kiraz qui enquête sur la mort d'un adolescent, Berkin Elvan, qui a passé 269 jours dans le coma à la suite d'une blessure causée par la police avec une grenade lacrymogène lors d'une manifestation antigouvernementale. Les 2 hommes qui le tiennent en otage font partie du groupe Parti Front révolutionnaire de libération du peuple, un groupe marxiste clandestin considéré comme étant un groupe terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Ce qu'ils réclament, c'est une confession publique des policiers fautifs, que leurs enquêtes soient faites dans les tribunaux populaires et que les autorités abandonnent toute poursuite et enquête contre les manifestations qui dénoncent cette mort violente. Jusqu'à présent, on n'a plus d'autres nouvelles parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, RTUC, a cessé toute divulgation d'informations supplémentaires suite à une photo envoyée sur la page du
groupe montrant l'otage avec une arme à la tempe. Et le président français François Hollande a indiqué ce matin que les corps de toutes les victimes du vol A320 de Germanwings pourront être identifiés. Effectivement, une semaine après le drame d'écrasement dans les Alpes françaises, c'est confirmé. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé que ça va être dévoilé plus tard cette semaine grâce au prélèvement d'ADN et un énorme travail scientifique. 4000 pièces de débris et de corps ramassés. François Hollande a déclaré que les familles pourront faire enfin leur deuil lors d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel. C'est le dénouement de cet événement malheureux. Les recherches ont recommencé ce matin vers 9 h. Parfait, merci beaucoup, Sterline. Ça me fait plaisir. Le Conservatoire de Chicoutimi pourra s'enlever du respiratoire artificiel. Dans le plus récent budget du gouvernement Couillard, une somme de 1,8 million de dollars sera investie de plus par année dans les conservatoires du Québec. Jean-Philippe Brassard, quelles ont été les réactions de la directrice par intérim du Conservatoire de Chicoutimi, Louise Bouchard? Bien, c'est dit très contente parce que les conservatoires, il faut se le dire, Véronique, il n'y a pas si longtemps, étaient voués à fermer, celui de Chicoutimi. C'est donc un cadeau du ciel parce qu'ils vont pouvoir demeurer ouverts. Selon Louise Bouchard, c'est le résultat de plusieurs mois d'efforts pour sauvegarder leur conservatoire, mais aussi, c'était une entente collective vraiment pour sauvegarder tous ceux du Québec. Elle est fière aussi de la société qui a eu le soutien de la collectivité et elle croit fort bien que ce soit une des choses qui, selon elle, a fait une grosse différence en bout de ligne. Et dis-toi, Jean-Philippe, pourquoi croit-elle que c'est un cadeau du ciel? Bien, c'est vraiment parce que c'était un montant qui n'était vraiment pas attendu. C'était quelque chose qui était arrivé comme ça. Et elle croyait que c'était terminé, qu'il n'y aurait plus aucun montant qui pourrait être investi. Mais finalement, avec le nouveau budget, elle est très contente d'avoir vu ça. Et justement, est-ce que le montant redistribué est connu? Le montant n'est toujours pas connu et ne le sera pas à court terme. Louise Bouchard m'a affirmé à la blague qu'il y avait l'équivalent de 2 bottins téléphoniques de la région de Montréal à décortiquer avant de pouvoir connaître les vrais chiffres. Et selon le budget LAITO, le déficit des conservatoires serait comblé d'ici 5 ans et demi. Est-ce que la directrice par intérim y croit? Non, elle croit que ça va se faire bien avant ça. Elle croit aussi que le ministre des Finances, Carlos Letao, a été très conservateur dans ses propos en disant que ça va prendre 5 ans et demi, mais elle croit que ça va se faire soit 2 ans plus tôt, en 3 ans et demi. Et en quoi la préservation des conservatoires est si importante pour Louise Bouchard? Bien, c'est très important pour elle car cela représente un moteur important pour la société. Depuis, les élèves qui fréquentent l'école ne fréquentent pas seulement une école de musique. Selon elle, ils fréquentent une école de la vie car ils apprennent de belles leçons là-bas. Et changeons de sujet, Jean-Philippe, tout en restant dans le même registre. Une pétition a été lancée par le groupe de compétences musique. Mais en quoi consiste-t-elle exactement? Bien, la pétition, qu'il faut le mentionner, vient aussi du Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean, consiste à incruster 100 heures de cours de musique minimum pour un des 2 cycles du primaire, soit les 3 premières années ou les 3 dernières. C'est donc dire que les élèves auront droit à 1 heure de musique minimum par semaine. Et selon le porte-parole Jacques Clément, pourquoi est-ce si important pour les jeunes du primaire de jouer de la musique? Bien, selon lui, plus les enfants jouent de la musique à un bas âge, mieux que c'est. Il m'a dit qu'il a regardé des études qui ont été faites, qui ont prouvé que jouer de la musique dans un bas âge améliore les performances académiques, peu importe quelle matière. Et outre le côté académique, il croit aussi que ça permet à des personnes qui sont plus introverties de s'ouvrir davantage au monde, car selon lui, il m'a dit de belles paroles. Il m'a dit que la musique, c'est le plus beau langage qu'il y a dans le monde. Et pourquoi ont-ils choisi le secteur public pour l'introduire? Bien, car c'était beaucoup plus facile d'atteindre un grand nombre de personnes parce que Dieu sait que ça coûte très cher s'inscrire à une école de musique, surtout dans un conservatoire. Donc, ça lui permettait de rejoindre un plus grand public. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça fait plaisir, Véronique. Les étudiants du Collège d'Alma seront de la manifestation nationale à Montréal jeudi. La journée de grève a reçu l'appui de 62 % des étudiants du collège. Alma s'ajoute donc au cégep de Jonquière et de Saint-Félicien qui ont également voté en faveur de la journée de grève. Le projet d'un jardin intergénérationnel à la baie s'est concrétisé au mois de mars dernier. Il sera à proximité de l'école Saint-Joseph et de la résidence pour personnes âgées Villa Saint-Alexis. Frédérique Marcoux, l'instigatrice du projet Pauline Gagnon, était très heureuse d'annoncer le dénouement du projet. Effectivement, Véronique, la propriétaire de l'auberge de la Rivière m'a même contacté pour m'annoncer fièrement la bonne nouvelle. Elle était très heureuse du dénouement de son projet. C'est une initiative qu'elle avait initiée avec la Ville le 20 janvier dernier. Donc, c'est vraiment une tournure favorable pour la passionnée du jardin.
Et combien d'argent a dû être amassé pour la concrétisation du projet? En fait, c'est un montant de 15 000 qui a été remis par la Ville de Saguenay. Soit dit en passant, l'arrondissement de la baie et le président François Tremblay s'est grandement impliqué pour la réalisation du projet. Dans le montant de 15 000 ça comprend le jardin, mais ça ne comprend pas la clôture qui était supposée être autour du jardin. Donc, pour la première année, on va voir ce qui va arriver avec ça. Mais justement, Pauline Gagnon crée un petit peu le vandalisme, mais tout de même, elle est très, très heureuse qu'elle va avoir son jardin l'été prochain. Et dites-nous, Frédéric, est-ce que le jardin se démarque par sa qualité? Oui, Pauline Gagnon m'a fièrement mentionné que c'était un jardin avec la terre tamisée et enrichie. Donc, je la cite, ce n'est pas n'importe quoi. Pour elle, c'était vraiment important d'offrir une grande qualité, considérant que ce sont des personnes âgées et des étudiants qui vont avoir à manier la terre. Et quelles étaient les intentions de Pauline Gagnon avec ce projet? En fait, Pauline Gagnon, elle m'a mentionné que c'était à des fins académiques pour les jeunes. Les jeunes vont pouvoir étudier le projet et ça va être bénéfique pour eux. Et les personnes âgées vont pouvoir travailler et s'occuper dans le jardin. Donc, avec ça, on va pouvoir rallier deux générations. Ça va être vraiment intéressant. Et rapidement, que sait-on sur ce qu'apportera le jardin à la communauté? En fait, comme je l'ai mentionné, le jardin va permettre aux personnes de se réunir, de trouver un lieu commun pour pouvoir discuter, pour être en mesure de justement réunir deux générations qui, avec le temps, se sont un petit peu perdues. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir, Véronique. Depuis déjà quelques mois, un groupe de citoyens du quartier de la Petite-France à Jonquière ont entrepris des démarches pour contester un projet de construction de la ville de Saguenay. L'administration municipale veut ouvrir la rue de Vienne afin de faciliter l'accès à l'autoroute 70. Jusqu'à maintenant, autant les conseillers de Jonquière que le maire Jean Tremblay n'ont pas voulu freiner leur projet. Christophe Lavoie-Racine s'est entretenu avec un des porte-parole des citoyens qui y sont opposés, Martin Gauthier. Martin Gauthier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le projet auquel vous vous opposez? C'est le réaménagement de la rue de Vienne qui consiste à retirer une partie du tumulus que le ministère des Transports a installé aux abords de la bretelle 33. Ce que ça va avoir comme conséquence pour nous, c'est de faire rentrer du trafic supplémentaire dans le quartier, augmentation du bruit pour les résidents à proximité, diminution de la sécurité aussi des piétons. Jusqu'à maintenant, vous avez fait des démarches pour vous opposer à ce projet-là? Oui, on a fait une pétition qu'on est allé chercher environ 1000 noms. Principalement, on a commencé par sonder les gens les plus impliqués là, sur les rues qu'on voit sur l'arrière-plan. Ceux qui sont le plus près des deux transits là, que vous voyez en bleu et en gris. Là-dessus, on a obtenu environ 85 d'opposition au projet pour environ 15 favorables. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude globale là, de la Ville dans ce dossier-là? Bien, ce qu'on déplore, nous autres, c'est que la Ville sont totalement indifférents à nos doléances. Ils n'ont pas contesté aucun de nos points techniques. Cependant, ils ne sont jamais revenus avec un contre-argumentaire pour défendre le bien fondé du projet. Bon, là, présentement, c'est le conseiller Régent Hudon qui mène le dossier. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il veut en venir à ce projet-là coûte que coûte? On ne le sait pas. On soupçonne un agenda caché. Les réelles motivations, on ne les connaît pas. Est-ce qu'il y a un service à retourner à quelqu'un? On ne le sait pas. Parce que c'est clair que les citoyens du coin n'en veulent pas. M. Hudon dit qu'il a reçu des courriels lui demandant de faire ça quand il a fait sa tournée électorale. Ça lui a été demandé par les gens. Sauf que la manière qu'il a posé la question, ça faire, comme on dit, l'annonce de aucun inconvénient, bien, c'est pas une bonne façon de faire, là. Qu'est-ce que vous envisagez comme démarche dans les prochaines semaines? Nous, on a encore là contacté le ministère de l'Environnement pour justement la norme de bruit là, qui risque d'être plus respectée là, pour les résidents à proximité. On a contacté Sylvain Godreau. On a pratiquement frappé à toutes les portes auxquelles on pensait qu'ils pouvaient nous donner du soutien. Bon, le mois dernier, vous avez remis une mise en demeure à la Ville. Quel effet vous pensez que ça pourrait créer? Bien, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'ils nous prennent au sérieux parce qu'ils nous ignoraient depuis le début. Ils nous ont rencontrés une fois au mois de janvier pour soi-disant nous écouter, mais il n'y avait pas l'intention d'examiner rien. C'est la réponse qu'on a eue à la fin. Il n'y avait pas de mesures d'atténuation pour la vitesse ou pour protéger les piétons. Dans notre partie de quartier, nous autres, il n'y a pas de trottoir dans la section qui va être la plus touchée, là. Fait que les piétons ne seront pas en sécurité. Vous avez demandé des rapports au gouvernement. Qu'est-ce que ces rapports-là vous apportent comme information? Bien, présentement, on est toujours en attente de l'étude acoustique qui avait été faite après la mise en service de l'autoroute, qui a nécessité
l'installation du tumulus. Puis l'installation du tumulus, si on regarde la norme qui est pour la lutte anti-bruit là, du ministère des Transports, dit qu'à 65 dBA, c'est le seuil d'intervention. Normalement, dans une cour arrière ou un endroit qu'on vit, le seuil de bruit acceptable, c'est 55 dBA. Fait que c'est sûr que le ministère des Transports, ils n'ont pas mis ça en place pour rien. Là. Vous êtes plusieurs dans le quartier à vous soulever contre ce projet-là. Pensez-vous que l'appui est suffisant pour renverser le projet? Ça va dépendre de nos élus. Là. Est-ce qu'ils vont nous écouter ou ils vont faire à leur tête? À date, on se bute à des personnes bornées. On les a juste demandé de vérifier les points techniques qu'on leur soulevait, puis ils se sont même pas donné la peine. Là. Pensez-vous continuer votre bataille et aller assister à tous les autres conseils d'arrondissement? Oui, puis même en plus, s'ils vont de l'avant avec le projet, bien, c'est sûr que nous autres, les inconvénients qu'on a soulevés, on va aller les débattre après, puis on va lui demander soit de revenir en arrière ou d'apporter des correctifs pour que ça soit acceptable. Je pourrais soulever là-dessus, si vous regardez la rue des Mouettes, qui a été faite il y a quelques années, là, il y a deux mesures pour atténuer la vitesse. Ils ont fait un rond-point juste avant d'arriver à la rue Saint-Dominique. Puis avant de connecter à Bretelle 33, vous avez un grand virage qui fait que tu ne peux pas voir la lumière si elle est verte, à moins d'arriver pratiquement sur l'intersection. Tandis que dans notre cas, sur notre côté, à partir de la rue de Belfort, on va voir la lumière. Fait que c'est très humain de dire, oups, ça fait un bout qu'elle est verte, bien, je vais accélérer pour ne pas la manquer. Fait que le problème de vitesse va s'augmenter encore avec ce projet-là. Le maire Jean Tremblay a dit qu'il allait vous rencontrer dernièrement. Est-ce que ça a été fait? Non, on n'a pas eu de nouvelles de M. Tremblay. Avant la mise en demeure, il ne nous répondait pas. Puis à partir du moment qu'on a déposé la mise en demeure, ils se servent de ça pour dire, bien, il y a une mise en demeure, on ne peut pas parler. Mise en demeure, c'est pas un procès devant un tribunal. Moi, par mon emploi précédent, j'avais à traiter des mises en demeure, des réclamations, des choses comme ça. Puis normalement, bien, c'est un dépôt officiel de dire, regarde, là, il faut qu'on s'assoie puis qu'on négocie. Puis la Ville, elle se sert de ça de la façon que ça fait son affaire. Présentement, il semble en fait pas reculer dans ce dossier-là, Régent Hudon. Advenant le cas où que le dossier en fait va de l'avant, est-ce que vous avez des solutions pour améliorer ce projet-là ou le rendre moins pire, à votre avis? Il y aurait des choses comme des dos down, mettre des arrêts à toutes les rues qui sont transversales pour diminuer la vitesse. Cependant, le tome 5 du ministère des Transports dit qu'un arrêt, ça ne doit pas être utilisé pour ralentir le trafic ou la vitesse. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. L'artère, elle ne se prête pas à cet aménagement-là. C'est d'ailleurs la Ville qui avait demandé de ne pas ouvrir au ministère des Transports. Rapidement, M. Gauthier. Ça fait que c'est pour ça que nous autres, on n'est vraiment pas pour ça. Bien, merci beaucoup, M. Gauthier. Merci à vous. De retour à vous, Véronique. C'est maintenant l'heure du débat sportif en compagnie de nos deux experts, Jean-Philippe Brassard et Arnaud Koenig-Soutière. Les gars, vous aurez 30 secondes pour donner votre opinion sur chacun des sujets. Sans plus tarder, messieurs, qui le Canadien devra le plus craindre s'il devait se rendre loin en série? Le Lightning de Tampa Bay ou les Rangers de New York? Jean-Philippe. Moi, je crois que c'est le Lightning de Tampa Bay que le Canadien doit craindre le plus, même si les Rangers représentent une meilleure équipe sur papier que le Lightning. La raison est fort simple. Les Canadiens ont subi 5 défaites cette saison en 5 matchs contre le Lightning. Ils n'ont récolté qu'un seul point de défaite en prolongation. Ensuite, le Canadien n'a marqué que 8 buts et le Lightning en a marqué 21. Donc, je donne l'avantage au Lightning. Je vais avec le même avis que Jean-Philippe, le Lightning. C'est vraiment la bête noire du Canadien cette saison. Ils ont vraiment une attaque dévastatrice que le Canadien n'a jamais réussi à résoudre malgré son excellente défensive. Et il y a aussi le fait que du côté des Rangers, leur meilleur joueur, Henrik Lundqvist, le gardien, vient juste de revenir d'une longue période d'inactivité. Donc c'est un gros point d'interrogation du côté des Rangers. Très bien. Encore dans la Ligue nationale de hockey, qui des Bruins ou des Sénateurs réussira à s'approprier le dernier billet pour les séries éliminatoires? À toi. Véronique, ça a été une belle poussée des Sénateurs en fin de saison, mais je crois que les Bruins, au total, représentent vraiment une meilleure équipe. Ils ont une fin de calendrier un petit peu moins difficile que les Sénateurs. Et du côté des Sénateurs, la question, c'est est-ce que le gardien Andrew Hammond est capable de porter une équipe sur ses épaules ou c'est simplement un feu de paille? De mon humble avis, je crois que Andrew Hammond est un feu de paille et que les Bruins représentent vraiment une meilleure formation. Donc, les Bruins se qualifieront 8e. Jean-Philippe? Je suis d'accord avec toi, Arnaud. J'irais même jusqu'à dire que Andrew Hammond, oui, c'est un feu de paille, mais la magie de Andrew Hammond est carrément partie. Il a assumé sa première défaite en carrière dans la Ligue nationale et l'entraîneur Dave Cameron ne lui fait pas confiance. Il a surtout donné le filet à Craig Anderson lors des 2 derniers matchs, même si c'était 2 matchs en 2 soirs. Donc, la magie est partie et la magie des Sénateurs aussi. Et est-ce qu'un stade est essentiel pour la venue d'une équipe de baseball professionnelle à Montréal, Jean-Philippe?
Mais moi, je crois que oui, si un jour on veut revoir les Expos à Montréal, ils vont devoir construire un nouveau stade. On se rappellera que lors de leur départ en 2004, quelques années auparavant, on en parlait déjà, qu'il fallait un stade au centre-ville pour attirer plus de personnes et que ce serait tout court un stade mieux fait pour le baseball. Donc, si on veut vraiment impressionner le nouveau commissaire de la MLB, Rob Manfred, il faut vraiment avoir un nouveau stade. J'y vais dans le même sens que Jean-Philippe. C'est vraiment nécessaire d'avoir un nouveau stade à Montréal. Si on regarde dans les autres sports professionnels, acquérir une équipe professionnelle dans les sports est vraiment synonyme de construire un nouveau stade. Et il y a aussi le fait que le stade olympique est vraiment désuet. L'ancien commissaire de la MLB, Bud Selig, refusait catégoriquement une expansion à Montréal, mais le nouveau commissaire Rob Manfred a l'air plus optimiste. Donc, je crois que sous le règne de Rob Manfred, il y aura une nouvelle équipe de baseball à Montréal. Et l'Impact de Montréal jouit d'une popularité éphémère. Vrai ou faux, Arnaud? Je crois que c'est vrai. L'Impact va vraiment devoir changer son approche au niveau des relations publiques. À la fin de la dernière saison, c'est Richard Legendre et Joey Saputo qui sont allés d'une technique un petit peu bizarre. Ils ont vraiment éraflé les médias dans leur bilan de saison. Ils ont accusé de ne pas leur accorder assez d'attention médiatique. Donc, je crois que si l'Impact ne remédie pas à ça, ils vont seulement avoir des moments de gloire dans des gros matchs comme celui qui s'en vient face à la UNC. Jean-Philippe? Et pour ma part, je crois que tout se joue sur le terrain. Avec le départ de leur grande vedette, Marco Di Vaio, il va falloir remplacer cette vedette. Il y a Ignacio Piatti qui est arrivé, qui a donné un nouveau souffle à l'Impact. Mais je crois que si l'Impact ne donne pas de bonnes performances, oui, la CONCACAF a sauvé la dernière saison qui était médiocre, mais si l'Impact connaît d'autres saisons médiocres comme l'année passée et ne remplace pas de leur vedette, ça va être très difficile de rester à Montréal. Et dernière question, TVA Sport a remporté une importante bataille contre RDS en décrochant les droits de télédiffusion du football universitaire. Jean-Philippe? Sans faire de mauvais jeu de mots, Véronique, ils ont marqué un touché avec cette acquisition. Après celle des droits de diffusion du Canada, du hockey au Canada, c'est vraiment une grosse acquisition pour eux, surtout que le football universitaire prend de l'importance maintenant. C'est beaucoup plus de visibilité avec les Québécois qu'il y a dans la NFL. Donc, c'est vraiment un gros coup de TVA Sport. Un énorme gain de TVA Sport. C'est vraiment un marché à développer. Si on regarde le modèle américain avec la NCAA, ça peut vraiment engranger des profits et, ultimement, surtout donner des diplômes à des jeunes étudiants athlètes. Donc, du côté de TVA Sport, je crois que c'est vraiment un pas dans la bonne direction. RDS a un petit peu perdu la bataille, mais c'est vraiment une bataille à finir entre RDS et TVA Sport. C'est vraiment bon pour le sport québécois, je crois. Bien, merci beaucoup, messieurs. Quant à nous, on va à la pause et on revient avec une recette qui va combler nos appétits. Alors, c'est le moment préféré. Ça sent très bon en studio. Julie, tu nous concoctes des muffins au gruau personnalisé. Oui, effectivement. En fait, c'est une recette qui peut vraiment servir comme déjeuner, comme collation, n'importe quand. C'est super simple en plus à réaliser. Donc, on commence par mélanger les ingrédients secs. Donc, dans ce bol-ci, Véronique, tu peux mettre une tasse de flocons d'avoine. Parfait. Je vais te donner le fouet ici. Avec une tasse et demie de farine. On ajoute également une tasse de cassonade. Donc, tu peux commencer à mélanger. D'accord. Pendant ce temps, on va mesurer 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Et Arnaud, si tu veux te rendre utile, tu peux oui, absolument. Absolument. Tu peux mesurer une demi-cuillère à thé de sel. Une demi-cuillère à thé de sel, excellent. Oui, ce ne sera pas bien long. Donc, ici. Est-ce que je fais bien ça? Oui, tu fais bien ça. Tu es une championne. C'est vraiment un beau travail d'équipe qu'on accomplit. Oui, toujours. Ce ne sera pas bien long. Une cuillère. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Peux-tu me rappeler la quantité de sel, s'il te plaît, Julie? Une demi-cuillère à thé de sel. Une demi-cuillère à thé, excellent. Ensuite, la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être dans un autre bol. On va déposer ce bol de côté. D'accord. Ici, on va mettre une tasse de yogourt à la vanille. Il est ici. Il est déjà prêt. C'est merveilleux, la magie de la télévision. Ensuite, on va mesurer une demi-tasse d'huile de canola. C'est ton tour, Arnaud. Excellent, oui. Est-ce qu'il y a un choix de yogourt particulier, Julie? En fait, c'est un yogourt à la vanille. On pourrait prendre du yogourt nature et ajouter une demi-cuillère à thé de vanille pour exactement le même effet si on n'en a pas à la maison. Parfait. On va aussi mettre 2 œufs que je te laisse casser, Véronique. Ah, mon Dieu, d'accord. Sommes-nous prêts? Tu fais très bien ça. Bravo. Je suis fière de toi. On va aussi mesurer 2 cuillères à soupe de miel. OK. Est-ce qu'on doit fouetter en ce moment? Oui, tu peux mélanger en fait avec la cuillère ici. Jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Parfait. Le miel, c'est pas facile. D'accord. Ça a déjà l'air délicieux. Oui, hein, ça sent très bon. Oui, vraiment. Tu peux le prendre avec ta cuillère pour faciliter l'ajout au mélange. D'accord. Et de 1. Oui. Fred,
Mais tout Ouais. Et de 2. Oui, vas-y. Capable. D'accord. Quelle est la prochaine étape pour que Fred nous aide? OK, une fois que ça, c'est très bien mélangé, en fait, la partie à personnaliser, c'est qu'on peut ajouter autant des fruits congelés, des bananes, des pépites de chocolat, des noix, comme on veut. Donc, à ce moment, on pourrait les ajouter maintenant à la préparation. D'accord. Tandis que là, on va faire la recette de base qui est au gruau et au miel, tout simplement. Une fois que c'est bien homogène, comme ceci. Salé. Ça l'est très beaucoup. On peut ajouter les ingrédients secs. Fred, je te laisse l'honneur. Ouais. Oui. Et tu mélanges avec le Prends fouet. ça. Je le verse? Tu l'ajoutes, oui, et tu mélanges. En prenant soin de fouetter. Ouais. Oui. Et le fera plus tard. C'est bien. OK, et tu y vas vigoureusement jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces vraiment de farine. Il faut que le mélange soit très bien mélangé. Donne-moi 12 heures, on va l'arriver. Parfait. Donc, ensuite, pendant ce temps, on va faire préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit et on va mettre des caissettes en papier dans un moule à muffins. En fait, la recette donne un total de 12 muffins de taille normale. C'est bon. Donc, on peut la préparer d'avance et en avoir pour toute la semaine. Ensuite, une fois que le mélange est bien mélangé, on peut prendre une cuillère ou une cuillère à crème glacée pour verser la préparation dans les moules. Si tu veux les approcher, Véronique. Oui. Donc, en fait, c'est bien simple. C'est vraiment important que le mélange soit vraiment homogène et qu'il n'y ait plus de farine vraiment visible à l'œil nu. Une assez bonne quantité, en fait, et on remplit le moule jusqu'au bord pour avoir des beaux muffins bien bombés. Oui. Et on remplit totalement la totalité des moules. OK. Mais, oui, vas-y. Avais-tu quelque chose à ajouter? Non, vas-y. Donc, c'est ça. Une fois que tout est rempli, le mélange donne 12 muffins. On les met au four pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du muffin en ressorte sec. Mais, avec la magie de la télévision, on en a déjà de près pour vous. Donc, ils sont ici. Donc, si on veut voir le résultat final. Alors, on invite toute l'équipe à venir déguster. C'est le moment. Là, je suis pas capable. Et si je m'abuse, c'est une recette de Ricardo. Oui, c'est une recette adaptée d'une recette de Ricardo, en fait. On devrait juste sortir d'avant. Et voilà! Oh, wow! Résultat fraîchement sorti du four. N'est-ce pas alléchant? Alors, nous allons faire déguster l'équipe. Alors, merci beaucoup, Julie, pour cette belle recette. Et quant à vous, mes collaborateurs, je voulais savoir qu'est-ce qu'on a à voir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à venir? Bien, on va attendre avant de prendre un muffin, mais pour l'instant, je vais te dire, Véronique, qu'on va principalement surveiller la série opposant les Saguenay-Chicoutimi aux Wildcats de Moncton. Ça reprend demain. Donc, les Saguenay, les 3 prochains matchs seront disputés au centre Georges Vézina. Et Fred, la météo? La météo, il fait présentement moins 8 degrés à l'extérieur. Cet après-midi, ça se réchauffe un peu. Mais ce soir, il va faire moins 16 degrés. Donc, habillez-vous chaudement à l'extérieur. Et Julie, du côté des arts, qu'est-ce qu'on surveille? En fait, ce soir à Saguenay, c'est au Balthazar que ça se passe avec les Mardis de l'humour et l'humoriste Mélanie Couture qui sera présente. Et pour les amateurs de télé comme moi, c'est le dernier épisode de Haut ce soir. Et il sera discussion de la succession d'Agua. Du côté de Radio-Canada, à 20h, dernière de Unité 9. Et Élise est au bout de ses forces. À 21h, Mémoire vive, Christian va être arrêté et ça va avoir l'effet d'une bombe dans la maisonnée de Claire. Et finalement, à 22h, c'est En mode Salvaille. Il reçoit Jeannette Bertrand et nul autre que Mike Ward. Et aussi, il présentera la capsule qu'il a tournée ici même en ATM. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Merci à toute notre équipe. Bonne journée. On se voit demain.